Bonjour Jean-Patrick Pontal. Bonjour Mike. C'est Mike Adéberan de la Gazette de Rennes-le-Château. Nous sommes à Rennes-le-Château, au Jardin de Marie, voilà, pour des conférences aussi à Rennes-le-Château avec David Gallet, Christian Louberg. Il y a du beau monde. Ouais, je crois que cette année on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Ouais. Voilà. Donc tu viens de sortir ce livre-là, qui s'appelle Lieux secrets de Rennes-le-Château avec David Gallet. Alors tu peux nous parler un petit peu de ce livre-là? Oui, alors c'est un livre un peu particulier parce que d'abord c'est une commande de la commune de Rennes-le-Château qui nous a adressé ce souhait. Et leur souhait était de pouvoir me présenter alors aux visiteurs les endroits, on va dire secrets et discrets qu'il y a dans le village, donc des lieux où les particuliers, les gens qui viennent ne peuvent pas aller. Pour des raisons d'une part, soit de sécurité, parce que des lieux peuvent être dangereux, et ceux qui achèteront ce livre pourront le voir, ou d'autre part, des lieux qui sont privés, puisqu'on a eu accès à des lieux vraiment privés chez des particuliers, qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont présenté différentes choses. Alors quels lieux y a-t-il récurrents? Notamment, il y a les tours. Alors, vous allez pouvoir découvrir à travers ce livre. Alors déjà, ce livre a une particularité, c'est que non seulement, comme tout livre, il y a du texte et des images, dont je suis l'auteur, mais il y a également des QR codes, et ça c'est très sympathique, parce que lorsque l'on flash les QR codes, eh bien, on va aller sur des vidéos, et ces vidéos vont permettre de voir des interviews, des images des lieux animés évidemment, et ces vidéos ont été réalisés par mon compère, parce qu'on peut parler de compère, David Gallet, que vous connaissez tous, qui est un réalisateur chevronné, efficace, et surtout qui est vraiment très connu dans le monde du normal et du paranormal. Avec qui tu avais déjà travaillé pour le code Da Vinci? Exactement, nous avons fait le code Da Vinci en 2005. 2005. Enfin, il est sorti en 2005. Et c'est vrai que nous avons fait plein d'autres choses ensemble. Oui. Les Templiers de l'histoire à la légende, on a fait différentes petites interventions pour les chaînes télévision. Mais c'est vrai que nous sommes d'abord, on travaille beaucoup ensemble et nous sommes surtout des amis très proches. Alors dans ton actualité aussi, tu travailles avec Bob aussi Oui, Bob Belanca. J'ai ce plaisir de travailler avec Bob Belanca. Je suis chroniqueur sur BTV. Voilà. J'interviens environ à peu près une fois par mois sur plein de types de sujets différents, mais tous qui touchent au mystère dans l'histoire. Et c'est le côté sympathique, je dirais, de cette activité avec Bob. C'est que d'abord, nous faisons ça d'une façon très agréable, parce que lorsque vous voyez les émissions, eh bien sûr, elles sont enregistrées, mais c'est du live. C'est-à-dire que rien n'est préparé, enfin, on prépare évidemment nos émissions, mais nos échanges sont tout à fait réels. Alors tu as sorti avant, il y a bien longtemps, Le Secret de Janus aussi. Tu as fait plusieurs sorties de livres. Et tu as aussi ta chaîne vidéo où tu parles des inversés. Il y a beaucoup de choses dans tes recherches. Ouais. Et tu as même fait des interviews. Tu as fait l'interview de Gino Sandri aussi, un éminent ancien de Rennes-le-Château. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à t'intéresser au mystère de Rennes-le-Château? Alors Rennes-le-Château, finalement, ça n'a jamais été pour moi un départ. Le tout départ, j'aime le raconter régulièrement, c'est que j'ai eu un livre qui m'a été offert quand j'avais 13 ans, qui parlait des Templiers. C'était un roman, c'était un livre de la collection de la Bibliothèque Verte. Et j'ai été marqué par ça. Donc je me suis bien intéressé aux Templiers. Puis des Templiers, je suis arrivé, je dirais, aux bâtisseurs de cathédrales, aux alchimistes et autres. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le premier livre un petit peu sérieux de l'époque que mes parents m'avaient offert sur les Templiers, voyant que je m'y intéressais, c'est un livre de Maurice Guingamp qui s'appelait L'Ordre des Templiers. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui parle d'un curé, quelque part dans l'Aude, qui aurait pu découvrir le trésor des Templiers. Or, ce qui est amusant, c'est que je l'ai lu avec intérêt, mais j'ai complètement zappé, si je peux le dire, les soirs. Il n'y a que bien des années plus tard, où j'ai découvert des livres comme L'Énigme sacrée, par exemple, parce que c'était quand même un best-seller de l'époque, où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et j'ai continué à gratter, et puis maintenant, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui me donne le plaisir d'être avec toi en ce moment. Et est-ce que tu avais commencé aussi à t'intéresser, notamment à Gisors, ces 30 coffres? Oui, Gisors fait partie de mes recherches, je dirais, de fond, puisque je travaille sur Gisors depuis à peu près une trentaine d'années, 40 ans maintenant. Avec des choses extrêmement intéressantes, et je commence seulement maintenant à percevoir ce qu'implique l'affaire de Gisors. Vous le savez tous, il y a déjà des acteurs que l'on connaîtra dans l'affaire de Rennes-le-Château, Gérard de Sède, Pierre Plantard, d'autres plus discrets qui étaient déjà dans l'affaire de Gisors. J'oserais citer peut-être, avec une surprise pour certains, un certain Alain Ferral.
Mais oui, voilà, clé du royaume des morts. la clé du royaume des morts. C'était l'arpenteur de Rennes-le-Château. Mais ça, c'est Rennes-le-Château. Mais déjà dans l'affaire du Gisors, Oui, il traînait un petit peu était par là. déjà dans l'ombre. Donc je prépare un travail, mais je suis très feignant en ce moment et j'ai du mal à avancer là-dessus. Mais j'essaye de faire quelque chose sur Gisors qui devrait, je pense, intéresser et étonner, je l'espère. Justement, le côté dualiste qu'il a justement à l'Infernal, où il montre Rennes-le-Château serait un échiquier. Par exemple, il y a beaucoup de photos d'Hénardo en noir, inversement en blanc, avec Saunière. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette idée en miroir? Finalement, les uns inversés convergent aussi dans cette... Oui, alors je dirais que de toute façon, j'ai souvenir d'avoir discuté un jour avec un auteur qui avait écrit un livre sur Rennes-le-Château et qui, comme certains aiment à le dire, débunkait l'affaire de Rennes-le-Château. En un mot, il disait que Saunière n'avait fait que du trafic de messe, que c'était un escroc et qu'il n'y avait rien de Rennes-le-Château. Et je sais qu'il avait été très embêté à me répondre lorsque je lui ai posé la question suivante en lui disant « Mais bien sûr, tu as raison, il n'y a jamais rien eu à Rennes-le-Château, Saunière n'était qu'un escroc, mais peux-tu m'expliquer, comme il est un escroc, pourquoi il s'est embêté à faire un domaine où la symbolique dualiste est présente en permanence? » Je dis, pour un escroc, il était quand même très intellectuel et c'est assez étonnant. Donc en effet, le dualisme, comme tu le dis, est présent très fortement dans Rennes-le-Château, que ce soit dans le domaine de Pérengey-Saunière, que ce soit même dans l'église. J'aime à rappeler à certains qu'il y a quand même au cœur de l'église une Sainte Vierge et un Saint Joseph qui portent chacun un enfant Jésus. Étonnant d'avoir deux enfants Jésus au sein du cœur de l'église. Il y en a d'autres, c'est pas rare, il y en a d'autres. Est-ce que par hasard, ce n'est pas justement l'image d'un dualisme entre deux puissances divines qui se représentent? Ceci n'est que mon hypothèse. Mais on voit que le dualisme est bien présent, et tu peux citer les haines inversées. En effet, les haines inversées sont présentes dans différents lieux, notamment sur la tombe de Béranger-Saunière, et puis même pas très loin d'ici, il y en a à Bugarach, il y en a à Lette-les-Bains, il y en a plusieurs, et à Luxurode en plus, pas très loin. On a plusieurs lieux où c'est haine inversée est prégnant dans la région, et on le retrouve sur différentes œuvres picturales, un peu partout en France, notamment sur la région parisienne et à Paris. J'aime à raconter qu'à Montfort-l'Amaury, qui était la ville d'un certain Simon de Montfort, lorsque les vitraux ont été refaits de l'église dans les années 1800 et quelques, il y a un superbe crucifix en vitrail, et sur ce crucifix au cœur de l'église, il y a un magnifique haine inversé dans le INRI, un petit peu comme si on faisait un doigt d'honneur à ce cher Simon de Montfort. Il y a aussi la double croix pâtée il y a des croix pâtées de cerf au château et à l'église, derrière l'église, la porte étant dedans, derrière. Et il y a aussi cette double croix dans l'église de Serres, qui est intéressante. Alors oui, moi j'ai une hypothèse personnelle, mais alors là elle est très personnelle et que j'ai depuis plusieurs années parce que je me suis étonné sur cette double croix. Quel intérêt d'avoir une double croix? D'autant que là on est quand même dans une église et elles sont très grandes ces doubles croix. Je pense que ça serait un peu fort de café d'exprimer une expression différente du catholicisme dans cette église. Pourquoi? Parce que je rappelle que Serres et Arques, notamment, et cette vallée, ont été particulièrement meurtris par la croisade contre les Albigeois. Maintenant, s'il faut se rappeler, c'est que tous les cathares qui étaient arrêtés, qui reniaient leur foi cathare, étaient entre guillemets pardonnés, mais ils étaient condamnés à porter sur leurs vêtements une double croix jaune. Ça rappelle d'autres horreurs qui viendront par la suite, mais c'est historique. Alors, la question que je me suis toujours posée, puisque Serres et Arques étaient des lieux très forts au niveau du catharisme, est-ce que justement ces doubles croix n'ont pas été peintes au sommet de l'église pour rappeler à ces anciens croyants cathares qu'il ne fallait surtout pas qu'ils reviennent sur l'ancienne foi? C'est une hypothèse, c'est la mienne, c'est vrai qu'il n'y a pas grand mystère, on est plutôt sur l'histoire. Je pense que c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on leur imposait à porter. Surtout que le mythe cathare n'a pas été récupéré par croisade contre le Graal, avec Othoran. Ah oui, alors Othoran, c'est un autre sujet. Othoran, c'est un sujet extrêmement passionnant parce que Othoran a fait ses recherches sur le catharisme bien avant le nazisme, bien avant la prise de pouvoir d'Hitler. Et le manque de chance qu'a eu cet homme, c'est qu'un jour, quelqu'un s'est intéressé à ses ouvrages et l'a posé sur le bureau d'un certain Heinrich Himmler. Et Heinrich Himmler a dit, ce type-là, il me le faut parce qu'il est capable de nous trouver le Graal pour nous, force nazisme. L'âne nerveux, et donc Himmler a intégré ipso facto et d'office, sans lui demander son avis, cet Othoran au parti nazi.
Alors, je dis pas qu'il n'a pas été nazi, mais en tout cas, il n'avait pas cette conviction nazie qu'avaient certains. D'ailleurs, il meurt d'une façon bizarre. On ne sait pas s'il meurt, s'il se suicide ou s'il disparaît. Christian Bernardin qui explique bien. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Mais à la base, c'est surtout qu'il faisait les recherches dans les grottes de Lombric, toutes ces recherches en bac dans les années 30, avec quelqu'un qui était le maire en fait, de Ussat, qui était très important. Alors, non, je vais pas le citer parce que je t'avoue que j'ai essayé de me rappeler son nom et je m'en souviens plus. Donc bon, tant pis. Mais ce que je trouve pathétique et triste dans l'affaire d'Autoran, c'est que il avait une telle pression qui était Gadal. Voilà, Antonin Gadal. Gadal, exactement, c'est ça. Mais cette pauvre Autoran avait une telle pression de la Nanerbeu sur le dos qu'il avait fini par les dessiner lui-même des choses dans des grottes pour envoyer des photos à Himmler et dire regardez, j'ai trouvé quelque chose. Quand on en est là, c'est triste, c'est pathétique. Mais ceci dit, je vous invite à lire les livres d'Autoran. Moi, je suis en train de les relire en ce moment. C'est pas mal. Ah oui, le connaître sur le gras. Alors, la Cour de est plus une commande, mais le premier est plus authentique. Oui, c'est vrai. Bah oui, il est plus dans son, dans sa recherche et sa source. Ouais. On parlait du dualisme. Je pense à Ambelin aussi, avec les deux Jésus. Ambelin de Memphis Mizraïm, où il a, on va dire, creusé dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous parler? Alors Robert Amblin, oui, c'est quand même quelqu'un, d'abord c'est pas n'importe qui, Robert Amblin, c'est un sacré bonhomme dans le monde de l'ésotérisme, de la philosophie, de la démarche maçonnique, puisque le rite de Memphis Mizraïm est quand même quelque chose d'important maintenant, c'est redevenu un rite pratiqué par les francs-maçons. Et c'est vrai qu'il a été un des premiers à rendre sur la place publique ses réflexions autour d'un Jésus très différent de celui que l'on pourrait avoir dans les écrits, je dirais, canoniques. Il nous parle d'un Jésus qui aurait pu avoir un frère jumeau. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Ce livre est très, très conséquent, il est même dur à lire, il n'est pas simple à lire ce bouquin, mais c'est vrai qu'il peut être aussi perturbant pour certains. Moi personnellement j'avais lu très jeune, j'avais 14-15 ans, et je ne cache pas qu'il m'avait perturbé un petit peu au départ. Mais finalement, je suis revenu là-dessus et j'ai tendance à abonder dans cette idée d'un Jésus différent que celui qu'on nous propose. Dans le même type d'ouvrage et peut-être plus accessible que le livre d'Amblin. Moi, j'invite tous tes spectateurs à découvrir ou redécouvrir la série de la bande dessinée Le Triangle Secret de Didier Convard. Bon, c'est un ami, je m'en cache pas, qui est excellente et qui s'appuie un peu, et même beaucoup, sur les théories de Robert Amblin. Alors, il y a aussi une autre théorie, c'est par rapport à comme un triangle assez secret. Il pourrait y avoir entre Gisors, Rennes-le-Château et Argigny. Avec des méconnus comme Jacques Breyer, dont il parlait dans ton conférence. Qu'est-ce que tu penses? C'est assez mis sous le boisseau quand même. Très mis sous le boisseau. Argigny et Jacques Breyer, on en parle quasiment. Alors Argigny, on en parle peu. Alors, pour nos amis, se rappeler, Argigny, c'est la résurgence templière d'Argigny. 12 juin 52. On est en juin 52. Jacques Breyer rencontre le comte de Rosemont, qui est le propriétaire du château de Beaujeu d'Argigny. Il va donc dire qu'il a quelque chose à trouver à Argigny. Il va s'y installer pendant assez longtemps. Il va même, c'est un peu spartiate d'ailleurs. Voilà, il va faire des conférences. Et il sera même guérisseur. Il va aller porter des soins à des gens dans la région, aux gens et aux animaux aussi, et aux animaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai. Jusqu'au jour où il va rencontrer d'autres personnages, dont Claude Caraïven, Vert de Bagot, voilà. Et ils vont donc procéder. Armand Barbeau. Voilà, Armand Barbeau. Alors Armand Barbeau, qui est non seulement l'auteur du Millier Matin, mais qui est un astrologue extrêmement pointu. Et ils vont procéder à une cérémonie, on va dire, qui va leur dévoiler différentes choses, dont cette cérémonie va leur permettre aussi d'avoir une demande de quelque chose de supérieur, demande de reconstituer, entre guillemets, l'ordre du Temple. Et c'est là où le premier ordre du Temple solaire, qui n'a rien à voir avec celui qui arrivera après, va se transformer en OSTS, exactement. Qui n'a rien à voir avec la Golden Way. Voilà, qui va être OSTS. Mais hélas, tu as bien cité deux noms.
cette résurgence va donc d'Argénie va donc proliférer, si je puis dire, va être prise au sérieux par beaucoup et intéresser beaucoup de monde, mais hélas aussi des escrocs qui in fine iront sur des ordres comme l'OTS. Et je pense que c'est un peu pour ça que c'est un peu mis sur le boisseau. C'est pour ça. Parce que maintenant, quand on parle d'un temple solaire, eh bien, on pense à ces deux tordus, Joie et Dimambro, mais on oublie tous les travaux qui ont été faits par des gens extrêmement sensibles, compétents et en tout cas qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Et donc Jacques Breyer, il est temps de parler de lui. Solaire est un livre très important. Bon, Terre Oméga, il a voulu faire quelque chose de plus concis. Tout à fait. C'est vrai que mon grand-père travaillait avec lui dès 1960. Je sais, mais oui, c'est vrai que Jacques Breyer a mis ce boisseau. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi par rapport à Alain Château qui t'intriguent ou des choses que tu ne. Comment dire dont tu te poses encore certaines questions, mais après tout ce temps, tu n'as pas encore les réponses. Alors oui, d'abord parce que j'ai des hypothèses et que j'ai pas de réponse et ça m'agace, parce que je pense que si on pouvait, avec très peu de choses, très peu de moyens, on pourrait aisément avoir des réponses. Et ce qui m'étonne et qui m'interroge toujours, notamment, c'est les positions officielles de la direction régionale des affaires culturelles de l'Aude. Pourquoi y a-t-il là aussi un tel boisseau qui est mis sur des recherches archéologiques à Rennes-le-Château, mais pas qu'à Rennes-le-Château. Il y a des problèmes sur d'autres lieux proches de Rennes-le-Château, parce qu'il y a des choses qui ont été trouvées, et visiblement, il y a un positionnement de la DRAC qui, à mon sens, n'est pas normal, n'est pas compréhensible. Des choses qui vont très loin. J'invite à plonger certains de nos amis dans les archives de la Dépêche du Midi, notamment sur le fameux dossier de Roubichou. Bon là, il n'y a pas eu de veto, mais on n'a rien fait pour faire connaître l'affaire. Il y a l'affaire d'Antuniac, avec le Migvé du IIe siècle qui a été découvert. Bon, il y a pas mal de choses. Je vous rappelle qu'Antuniac, c'est à côté de Rennes-le-Château. Le Migvé, alors je rappelle qu'un Migvé, c'est une piscine, je dirais, de purification pour les synagogues où les croyants vont se purifier avant d'aller à l'office, si je puis dire. Eh bien, ce Migvé qui a été découvert remontera entre le 1er et le 2e siècle, serait le plus vieux Migvé d'Europe. Et donc, on a demandé ce que ce soit rebouché. Point barre. Ouais. Point barre, sans raison, et donc voilà. Même à Rennes-les-Bains, il s'appelle ça certaines choses. Voilà. En face de la piscine. Donc voilà, oui, en face de la piscine. Donc pourquoi on fait en sorte de je dis pas qu'on n'esquinte rien, mais on dissimule. On dissimule. et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense que dans l'affaire de Rennes-le-Château, ces aspects judaïques ne sont pas innocents. Oui, comme aussi à Arlette, les bains, oui, tout à fait. comme au château de Haut-Poule. Tu en parles d'ailleurs dans le milieu secret, avec cette courage laïque et la famille. Cette famille-là, tu peux conclure peut-être là-dessus. Sur la famille de Haut-Poule, précisément. Oui. Alors c'est vrai que la famille de Haut-Poule, on sait qu'il y a quand même toute une généalogie qui est intéressante et que on va retrouver différents liens et d'autres familles très impliquées dans le monde, peut-être de l'ésotérisme et autres, mais on sait que notamment Marie de Nègre-d'Able, qui a été donc marquise ici, qui a été enterrée, semble-t-il, pour certains noms, de toute façon je ne sais pas, mais dans le cimetière de Rennes-le-Château, il y a cette fameuse histoire de cette dalle sur laquelle Saunière se serait acharnée à faire effacer, qui serait la stèle, de la tombe de cette marquise de Nègre-d'Able. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut voir qui sont les nègres, la famille des nègres. Ce sont des familles, il y a trois grandes familles occitanes extrêmement importantes dans toute cette histoire. C'est la famille de Nègre, la famille des Agnior et la famille des Turies. Mais ce sont des familles les plus anciennes de l'Occitanie, qui étaient toutes les trois extrêmement liées au catharisme à l'époque du catharisme. Et donc il y a quand même une historicité de ces familles qui est indéniablement importante dans l'histoire de Rennes-le-Château. Une dernière question. Sur le prieuré de Sion, toute l'œuvre de Chérizet serait une œuvre surréaliste, on va dire pataphysique.
de l'ordre du merveilleux. Jean-Luc Chomet, notre ami Jean-Luc Chomet, va dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie comme quoi, en fait, c'est un jeu de piste, mais qui serait pataphysique? Alors moi j'abonde complètement et là-dessus je suis absolument d'accord avec Jean-Luc, hein. C'est pas parce que c'est un ami, mais je suis absolument d'accord. On est sur une histoire de surréaliste. Ouais. Sauf qu'ils avaient besoin d'un lieu pour appuyer leur jeu. Ouais. Ils ont essayé Gisors pour différentes raisons, ça n'a pas marché. Et j'en parlerai sûrement dans une vidéo prochainement. Ils ont eu besoin de Stenay parce que justement dans leur jeu, ils avaient besoin de s'appuyer sur une véracité généalogique. Et finalement, après, pardon, ils se sont appuyés sur un autre lieu qui avait une belle histoire légendaire, qui est Rennes-le-Château. Mais en effet, pour moi, c'est ça, c'est bien du surréalisme. Et je rappelle que Cherizet et Cède étaient des surréalistes. Bien sûr. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'univers mental de Plantard, il commence en Brocéliande avec Geneviève Zepfel. Oui. Et on est finalement dans un autre mythe. Et peut-être que l'abbé Gillard et la Maisonnière, qui sont au même moment, il y a une similitude. Oui, bien sûr. Et puis, tu cites Plantard. Alors, moi, je suis un peu plus pragmatique avec Plantard. Je pense que Plantard avait besoin d'une légitimité politiquement, même dans son esprit. Il lui fallait impérativement, il avait envie de revoir les rois de France. Et il fallait qu'il retrouve les rois de France, je ne passe pas là, mais purs, si je puis dire. C'est les Pierre de France. Et voilà, c'est ça, oui, il se faisait appeler Pierre de France, c'est pas pour rien. Il y rien. avait plusieurs sociétés voilà. Dans ce sens-là. Et il cherchait cette lignée pure, et pour lui, la lignée pure, c'est les Mérovingiens. Et je pense que c'est pour ça qu'après, tout est monté autour de cette histoire de Mérovingiens. Alors, comme vous le savez, peut-être ceux qui me connaissent un peu, l'affaire moderne de Rennes-le-Château m'intéresse assez peu, finalement. Je m'intéresse essentiellement à l'histoire de Béranger Saunière, de ce qui s'est passé autour de cet homme, et de ce qui s'est passé avant. Oui, parce que, on parlait de Fédier hier, voilà, avant Fédier, des chariots. C'est ça. Et je pense que tout ce qui est avant est lointain. Après, l'histoire moderne, Rennes-le-Château était, hélas, à mon avis, un prétexte qui a eu le mérite de faire connaître, mais aussi qui a eu le mérite quand même de développer certains, de déverrouiller certains esprits, qui ont emmené des connaissances vers d'autres choses. Alors on peut parler du Da Vinci Code, on peut parler de Marie-Madeleine, on peut parler du féminin sacré. Eh bien, écoute, qui est un autre mythe aussi. Qui est un autre mythe, mais au moins si ce mythe permet peut-être d'avoir une société un peu plus saine et un peu plus équilibrée entre les hommes et les femmes. Ouais, écoute, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, merci beaucoup Jean-Patrick Courtal. Donc c'était une interview pour la Gazette de Rennes-le-Château et on représente le livre Lieu secret, donc avec David Gallet. Merci Mike. Voilà. Et Jean-Patrick Gallet.